Je suis le modérateur de cette table parce que je suis avec Auriel qui intervient, le co-responsable de l'axe médicalisation dans la civilisation, effet psychique des pratiques médicales et psychiatriques, donc de ces laboratoires du CRPMS. Et donc, et à ce titre, donc, je vais faire une petite introduction à cette table et dire déjà que bon, j'ai eu l'occasion de discuter 2 fois donc avec Daniel Brun. Et je commence par la seconde. Donc ça remonte à il y a à peu près 4 ou 5 ans. Donc il y a eu une journée organisée par le CRPMS et elle était venue parler, donc, entre autres, sous la médecine. Et donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle sur la médecine personnalisée. Et donc, je cite à ces propos donc, 2 phrases de son article de cette même époque. L'article Guérir aujourd'hui ou comment inscrire la maladie dans sa vie. Donc elle disait donc, dans cet article qu'on dit aujourd'hui que la médecine est personnalisée alors qu'elle n'est plus ou si peu personnelle. Et elle ajoutait que l'idée de personnalisation se réfère aux critères spécifiques de chaque maladie, notamment cancéreuse. La personne du patient moral et psychique se voit délaissée car la médecine n'a plus guère de temps à lui consacrer. Fin de la citation. Effectivement, donc, les nouvelles pratiques technoscientifiques de la médecine qui évoluent rapidement dans notre société en mutation augmentent grandement la performance des traitements du corps tout en les démantelant dans son unité, puisque ces performances concernent plus les parties du corps que la personne du malade. Donc je viens maintenant au premier échange que j'ai eu avec Daniel Brun, qui remonte à il y a plusieurs années. C'était en 2014, dans un colloque qu'on avait organisé à Athènes, donc sur le rapport entre la médecine et la psychanalyse, qui avait comme titre « Les corps en crise ». Et donc, dans l'argument de ces colloques, il y avait donc l'idée qu'il y a ces démantèlements donc, du corps du fait de pratiques donc, contemporaines de la médecine scientifique. Et donc, Daniel Brun donc, elle avait trouvé que ces mots, il était par trop tranché. Et d'ailleurs, elle l'avait exprimé avec Francis pendant son intervention. Et elle m'avait aussi dit en catimini qu'elle trouvait qu'on était un peu par trop critique par rapport à la médecine dans l'argument de ces colloques. Après avoir lu les livres de son dernier livre, donc Madame Vertigo et son cancer, rencontre avec une médecine déshumanisée, je me suis posé la question de si, encore aujourd'hui, elle serait aussi d'accord avec ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Je reprends cet échange, qui était une sorte, en forçant un peu les traits, de débat, hein, comme on dit en grec, de philo-nikia. Ça vient de... Moi, je suis d'origine grecque, hein, ça s'entend peut-être. Mais voilà, ce qui signifie à la fois l'amour du débat et l'amour, donc, philia en grec moderne, c'est aussi l'amitié, pas en grec classique, mais en grec moderne, c'est aussi l'amitié. Et là, aussi, donc, elle a écrit aussi un livre sur la passion dans l'amitié. Et donc, et le mot nikos, donc, qui signifie le dialogue au bas mot, signifie aussi la dispute et la lutte. Daniel Brun était plutôt amoureuse du dialogue, comme l'indique d'ailleurs aussi les sous-titres de notre journée à son hommage. Et je reviens à ces 2 mots grecs parce qu'elle en avait parlé, elle aussi, après Freud, parce que Freud les avait repris, donc les mots philia et nikos.
il les avait repris donc d'Empédocle pour parler d'Eros et de Thanatos, de pulsions de vie et de mort, et Daniel Brand donc, les avait repris à son compte pour parler de la situation du malade. Je la cite, c'est le même article que je citais tout à l'heure, donc guérir aujourd'hui, ou comment inscrire la maladie dans sa vie. Donc, elle disait donc l'amour philia de la vie qui continue tout en étant malade et de la lutte, Nikos, d'être livré avec soi-même et avec le monde extérieur pour assurer une coexistence entre la maladie et le soi. Les pratiques de la médecine de notre siècle, du XXIe siècle, qui mettent le corps à l'épreuve, produisent des effets inédits dans la subjectivité contemporaine, par exemple par le fait que plusieurs maladies qui avaient un aboutissement fatal assez rapidement tendent désormais à se perpétrer durant des décennies, comme le sida, les maladies auto-immunes et plusieurs formes de cancer. Daniel Brand témoigne de sa propre longue expérience avec son cancer, mais aussi avec sa médecin, ma médecin en un seul mot, dans son dernier livre. Les effets des avancées de la médecine, nous pouvons les constater également dans la mesure où le corps est devenu un objet malléable, augmenté, ayant de nouvelles capacités par l'usage des substances, par des prothèses, par la procréation médicalement assistée, dont Uriel va nous parler, par la possibilité d'effacement de sexe, ou encore par la chirurgie plastique et réparatrice. Je rappelle à ce propos le texte de Daniel Brand, « Jusqu'à la vie accompagner la mort évitée », qui porte sur l'expérience de Philippe Lançon, survivant de l'attentat de Charlie Hebdo, qui relate la réparation de son visage et de sa relation avec Chloé, avec sa chirurgienne, dans son livre bien connu, Les Lambeaux. Alexandra Vulgari interviendra sur les visages des patients opérés pour des cancers du mâchoire, et en particulier sur une patiente. Son exposé donc s'intitule « Je ne suis plus je, les visages témoins de la cruauté du cancer buccal ». Last but not least, la crise du corps dans le monde contemporain est aussi en relation avec une crise du symbolique et s'exprime entre autres par une inflation du pouvoir de l'image et des chiffres dont celle de l'imagerie médicale. Je cite encore Daniel Brand de son dernier livre. Donc, quand on sait comment un corps se compare, se dévalue, se critique dans les rapports à la représentation d'un autre corps idéalisé, imaginé comme unifié, on réalise combien son image peut devenir abstraite lorsque sa dépendance est attestée par celle de la résonance magnétique qu'on ne sait pas lire et par des chiffres qu'on ne sait pas interpréter, même lorsqu'il figure en gras sur un compte rendu. La crise du symbolique a affaire aussi avec le fantasme de l'élimination de la mort à l'aide de la médecine contemporaine à laquelle l'homme contemporain aspire dans une perspective transhumaniste. Tandis que la mort était, avec la sexualité, une base pour l'ordre symbolique et les liens sociaux, l'homme actuel, plutôt binaire que trinitaire selon le philosophe Denis Robert Dufour, aspire à l'élimination de la mort. J'y ajouterai la maîtrise du moment et des modalités de sa mort, ce qui peut être légitime, en plus de la maîtrise de sa procréation, qui peut se faire depuis déjà quelques temps sans pratique sexuelle. Le docteur donc, Michel Lévy-Soussan interviendra sur la fin de vie, qui consent en quoi, question débattue actuellement par les projets de loi sur la fin de vie, qui va éventuellement ouvrir l'aide active à mourir. Il s'agit bien entendu de ce qu'on appelait l'euthanasie, qui était, selon un numéro récent du Figaro, du 2 janvier, un des mots de l'année 2023, et qui tend à être remplacé, selon ce même article, donc avec les mots, disons, plus doux et plus nets de fin de vie. De nos jours, en effet, écrivait Daniel Brand dans son dernier livre, les paroles médicales ont perdu l'essence de l'adresse à la personne qui consulte. Elles se situent dans le domaine des moyennes définies par la science. Je crois que cette journée, en son hommage,
pourrait être également une invitation à suivre Lacan quand il disait dans une interview au magazine italien Panorama en 1974 « Débarrassons-nous de cet homme moyen qui, tout d'abord, n'existait pas ». Voilà, donc la parole d'abord à Auriel Rosenbaum, qui est professeur ici au département d'études psychanalytiques, co-responsable de l'Axe, chef d'établissement. Et voilà, donc Auriel, si tu veux bien. Merci beaucoup, Yorgos. Vous m'entendez ? Ça va, le son est... Vous m'entendez? Ça va? Très bien. Parfait. Ben, écoutez, d'abord, je voulais remercier encore chaleureusement les organisateurs et vous, cher public, d'avoir répondu présent. C'est vrai que je me disais, quand dans mon souvenir vif avec Daniel, quand Daniel nous demandait d'être là, on avait intérêt à être là. Hein, c'était quand Daniel disait « peut-être tu pourrais venir », c'était une injonction. Hein, je crois qu'on ne pouvait pas résister. En tout cas pour moi, Daniel était irrésistible dans sa façon de pouvoir, avec son sourire, avec son élégance, qui ont été déjà soulignés, mais il y avait quelque chose d'impératif. On était convoqués, il y avait un impératif à être présent avec Daniel, et c'est vrai qu'on était entraînés. On a parlé du désir de Daniel, qui est là, parmi nous, et on a un peu tous de Daniel en nous. Hein. Moi, je sais que quelquefois j'hésitais, je résistais, mais finalement j'étais pris par le mouvement de Daniel. Hein. Donc j'ai peu de temps. C'était pour parler un petit peu, en effet, de quand l'hôpital construit les enfants. Donc c'est vrai que le maître mot de ce matin, c'était comment habiter une maison, hein, finalement, la façon d'habiter, et que cette façon d'habiter en disait long un peu sur la façon dont on se construit libidinalement. Alors, je me disais, tiens, ce matin, Alain Vanier nous a parlé de la réinvention de la psychanalyse par l'enfant, la médecine et le féminin. Je me disais, finalement, ces trois termes, enfant, médecine, féminin, comment on peut le décliner par rapport à cette réinvention? Alors évidemment, l'infantile en nous, évidemment, ça va de soi. Le féminin, c'est le refus du féminin, finalement, qui est aussi un des socles de la résistance à la psychanalyse, on le sait bien. Hein. Et puis la médecine, c'est le médecin malgré lui. Qu'est-ce que c'est que le médecin malgré lui? C'est celui à qui on fait un transfert, mais il ne le sait pas. C'est ça le médecin malgré lui. Donc je me disais que j'allais vous parler peut-être de ces trois termes concernant l'aide médicale à la procréation, hein, c'est-à-dire une façon de construire les enfants aujourd'hui, une des façons, bien sûr il y en a beaucoup, et où l'hôpital, la médecine est convoquée par les personnes qui sont en désir d'enfant. Et c'est vrai que je me disais par rapport à Daniel, moi j'ai connu Daniel, alors je ne vais pas parler de moi, mais un tout petit peu. J'étais, comme vous avez entendu tout à l'heure, j'étais un gentil psychiatre d'enfants. Vous savez, les psychiatres d'enfants, ils aiment bien les enfants, mais pas trop. Mais je me suis dit que j'avais envie de pouvoir m'intéresser aussi à une façon peut-être plus, un peu moins psychopathologique et plus psychanalytique, en faisant donc des cours, en entreprenant donc une formation à Paris 7. Et Daniel Brun donc m'a pris sous son aile. J'ai fait licence maîtrise DESS à l'époque, et j'ai fait mon mémoire avec elle en M1 et M2. Puis ensuite, j'ai eu d'autres positions, et puis j'ai pu contribuer aussi à l'organisation des différents colloques dont on vous a parlé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je suis arrivé comme ça au séminaire de Daniel, c'était en 1995-96, et à l'époque, je sortais un peu, j'étais chercheur sur les interactions précoces, j'étais un peu une victime, vous savez, de la vidéoscopie, des premiers liens, etc. Et finalement, j'avais envie de sortir de ce paradis perdu, un peu, de la relation. À l'époque, on disait mère-bébé, on ne parlait même pas du père, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je suis sorti du paradis perdu de ces interactions précoces
pour me lancer dans une situation où on rencontrait des mères de mauvaise vie, des mères toxicomanes. En plus, c'était la période du VIH, on disait le sida à l'époque, etc. Et donc, voilà, j'étais un peu pris là-dedans, sortant de ce paradis, en allant vers l'enfer, bien sûr, qui est toujours très proche du paradis, et que Daniel Brun m'a accueilli par rapport au fait que je travaillais autour des enfants qui étaient atteints par le VIH, par transmission fœto-maternelle, et donc on faisait un travail autour des groupes d'enfants qui avaient cette maladie, aussi avec les familles. Et donc, au fur et à mesure, Daniel Brun m'a accompagné dans ce cheminement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on parle du VIH, par exemple, on parlait de ces personnes qui survivaient, qui étaient des mortes vivantes, qui étaient des survivantes. Et puis, Daniel Brun est arrivé à une période où, justement, au niveau de l'histoire de la médecine, c'est que, comme souvent, il y a comme ça une désintrication entre la pulsion de mort et la pulsion de vie qui s'est réintriquée avec l'arrivée des nouveaux traitements contre le VIH, et puis la possibilité pour les couples séropositifs de pouvoir avoir des enfants. Et ça passait par l'aide médicale à la procréation. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des risques de contamination si l'un des deux n'était pas contaminé, ou de surcontamination si on en passait par les relations sexuelles dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Donc je suis arrivé comme ça, et Daniel Brun m'a vraiment accompagné dans ce cheminement autour de cette aide médicale à la procréation qui s'est déclinée sous différentes formes, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette aide médicale à la procréation, aujourd'hui, est un des paradigmes, non seulement un des paradigmes de la médecine et de la psychanalyse, puisque dès que les centres ont été créés, en fait, dans les années 1970, d'emblée, les psychologues plutôt de formation psychanalytique avaient tout à fait leur place. C'était même une obligation pour les centres. Pour les maternités, c'est venu bien plus tard. Mais pour les centres d'AMP, aide médicale à la procréation, ils préfèrent dire plutôt aide médicale à la procréation que procréation médicalement assistée, parce que les médecins ne se considèrent pas comme des démiurges. Ils aident, ils ne sont pas procréateurs. Bon, c'est comme ça qu'ils le disent. Et donc, bon, ça montre aussi la dénégation, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que d'emblée, le processus d'AMP a été pensé par le public et les médecins comme un processus où le psychisme était omniprésent. Ça, c'est ça qui est intéressant, et que c'est aussi tout le travail que Daniel Brun propose, c'est-à-dire ce fameux binôme. On n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, hein, le binôme, on parle d'autre chose, du médecin et du psychanalyste, mais il peut y avoir vraiment des consultations où le médecin, le biologiste, est en binôme avec le psychanalyste, sans compter, bien sûr, le travail proprement dit du psychanalyste. Et donc, c'est ça que je voulais un petit peu vous montrer, c'est à quel point ce travail est fécond, hein, au sens figuré du terme, bien sûr, pour permettre, surtout à l'époque de l'infertilité, c'est-à-dire à l'époque où l'AMP était destiné aux couples infertiles, où, à un certain moment, eh bien, le psychanalyste et le biologiste, finalement, se mettaient d'accord sur le fait que ce n'était pas forcément un échec de ne pas avoir d'enfant, donc d'avoir un enfant à la clé, mais de pouvoir peut-être sublimer ce désir d'enfant sur d'autres façons de pouvoir avoir un enfant dans sa tête. Bon. Et donc ça a été le travail des psychanalystes, avec évidemment les couples dans les années 70, 80, 90. Et puis, bon, il y a eu avec le VIH ces couples qui n'étaient pas forcément infertiles, mais qui avaient besoin d'aide médicale à la procréation pour des raisons de contamination. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à cette époque-là, le psychanalyste, c'était plutôt celui qui disait « Ah, écoutez, vous avez été d'excellents malades. Vous avez suivi tous les traitements contre le VIH, vous êtes vivant, etc. Donc on va vous donner une récompense, vous allez pouvoir avoir des enfants. » Et le problème, c'est que quand ils venaient vers nous, psychanalystes, ces couples, eh bien, c'était des bons élèves de la médecine. On appelait ça des patients ventriloques. Ils avaient intériorisé complètement le discours médical. Mais le problème, c'est que quand on leur demandait « Qu'est-ce que c'est qu'être un bon parent ?» Bien sûr, pas comme ça, mais la façon de se projeter dans une parentalité, c'était d'être des bons patients, puisqu'ils avaient été parfaits comme patients. Donc leur enfant serait l'héritier de cette médecine complètement intériorisée par les patients.
Et donc notre travail en tant que psychanalyste, c'était de dire oui, certes, bien sûr, mais peut-être vous pourriez nous parler de votre rencontre, de parler de l'énigme de la sexualité, etc. Parce que souvent la sexualité avait été un peu, évidemment, un petit peu une pratique qui avait entraîné le VIH. Donc elle était un peu transgressive, c'était compliqué d'en parler. Et donc tout notre travail, c'était de réinstaurer la sexualité et l'énigme du sexuel par rapport au fait d'avoir des enfants. Et puis au fur et à mesure, vous savez, les années passent. Et puis après, il y a eu la façon dont d'autres couples qui n'étaient pas infertiles, mais qui avaient besoin de gamètes, comme les couples transsexuels, c'est-à-dire les femmes qui se transformaient en hommes et qui vivaient avec une femme et qui voulaient avoir des enfants, ou aujourd'hui les femmes seules ou les couples de femmes, et puis bientôt il y aura aussi les couples d'hommes, etc. Donc on voit bien ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'une pratique biologique où le processus psychique est en jeu, eh bien on voit que la place de la psychanalyse, là, c'est tout à fait ancré dans la mesure où il y a eu aussi une crise, on parle de la crise de la psychanalyse, mais il y a eu aussi une crise pour les biologistes de la reproduction. Eux, ils étaient formés, leur idéal de médecin biologiste, c'était de répondre à l'infertilité des couples hétérosexuels. Et là, on leur demande aujourd'hui de pouvoir suppléer, pas à l'infertilité, mais à la fertilité des couples qui ont besoin de gamètes, puisqu'ils ne peuvent pas procréer, je dirais, avec leurs propres gamètes. Donc ça implique aussi une crise d'identité chez les biologistes, puisqu'ils se disent, aujourd'hui, on est juste là pour être des gens qui offrent des services à une demande pressante, et comment on y répond. Vous voyez, donc là aussi, la place du psychanalyste, c'est pas seulement une place autour des personnes qui viennent demander de la médecine, mais aussi de travailler avec les équipes médicales pour essayer de leur donner de nouveau de quoi penser, de donner du sens à leur travail. Alors, dernier point, puisque je crois que l'heure avance, très rapidement, c'est qu'à partir de cette intrication entre le médecin, le psychanalyste, tout ce travail, eh bien aujourd'hui, finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'AMP est devenu un sujet sociétal au sens où, évidemment, ça a été dit ce matin, on demande à avoir un enfant parfait. Donc l'AMP aussi répond aussi au diagnostic présymptomatique pour des parents qui auraient des gènes déficients. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'AMP dépasse de loin uniquement l'aspect de l'infertilité pour répondre, comme tu disais, Yorgos, à une certaine maîtrise en tout cas, de donner la vie. Mais le problème, c'est que, et là la psychanalyse intervient, c'est qu'à partir du moment où on reçoit des personnes qui ont une demande très forte de désir d'enfant, souvent, et Monique Bidlowski, qui a beaucoup travaillé aussi avec Daniel Brun, le disait, c'est qu'à partir du moment où il y a une demande d'enfant, il y a aussi une ambivalence par rapport à la demande d'enfant. On a parlé de l'enfant mort et des vœux infanticides ce matin. Et je crois que le propre de la psychanalyse, c'est justement de sortir de la conscientisation du sociétal. C'est de dire, oui, voilà, vous voulez avoir un enfant, on va faire tout pour que vous ayez un enfant. Non. Notre travail à nous, c'est d'essayer de comprendre un petit peu les résistances qui peuvent avoir lieu, surtout quand le projet d'enfant est décalé sur un temps beaucoup plus long. Moi, je dis souvent à mes étudiants, il y a 200 ans, l'âge des premières règles des femmes, c'était 15 ans, l'âge du premier enfant, c'était 17 ans. Aujourd'hui, l'âge des premières règles, c'est 11 ans et demi, et l'âge du premier enfant à Paris 13e Sud, c'est 32-33 ans. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le désir d'enfant, il est là depuis très longtemps, sauf que c'est devenu, aujourd'hui dans notre société, la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que pour avoir un enfant aujourd'hui, la société impose, d'une façon intériorisée vis-à-vis des personnes qui veulent avoir des enfants, impose donc une sorte de maturité psychique pour que les parents aient un projet parental clé en main, etc. Et c'est-à-dire que, et c'est ça tout le travail aussi du psychanalyste, c'est qu'à partir de ce processus qui est très long, entre les premières règles et le premier enfant, s'il advient, eh bien, c'est de voir qu'à ce moment-là, il y a
plein d'obstacles qui vont se mettre en place, et pas seulement des obstacles physiologiques à cause de l'âge des parents et de la mère en particulier, après 35 ans, mais aussi du fait de la rationalisation, des rationalisations qu'on va mettre en place pour avoir un enfant. Il faut que l'enfant soit comme ci, il faut que je sois parfait comme ça, etc. Et donc notre travail à nous, en tant que psychanalystes, avec ces services, c'est de pouvoir travailler justement toute l'ambivalence et toutes les défenses mises en place aussi par rapport à ce désir d'enfant. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Auriel. Donc, Auriel, évidemment, il est pédopsychiatre et psychanalyste, mais il a dit lui-même tout à l'heure. C'est ça. Oui, voilà. Donc, effectivement, hein, donc, merci pour cette intervention qui nous introduit aussi à la place qu'on a, je veux dire, en tant que psychanalyste, en travaillant dans les unités de médecine de PMA, enfin de la procréation, qui relève à la réintroduction aussi de l'énigme qui représente la sexualité liée aussi à la procréation. Et ce que tu soulignes, c'est qu'en fait, on recule de plus en plus par rapport à un projet qui dépendrait seulement de nous quand il s'agit d'un enfant. Donc on recule devant l'idée de notre propre volonté, donc d'assumer notre volonté. Et on peut-être, on en discutait tout à l'heure, donc en référence aussi à un article de Marcel Gauchet qui date de 2004, il me semble, dans sa revue de l'époque, le débat, donc, où il parle de l'enfant du désir pas au sens psychanalytique, mais au sens de la volonté, donc l'enfant de la volonté, et ce qui pourrait éventuellement impliquer aussi, pour l'inconscient de ces enfants, qui doivent s'assumer complètement, par rapport à cette volonté, soit disons non ambivalente pour leur venue au monde. Donc, comment ils pourraient assumer donc ces désirs, cette volonté plutôt, donc non ambivalente, et comment c'est là peut-être ça va avoir des implications bien spécifiques déjà par rapport à ce qui est note d'ailleurs Marcel Gauchet, mais dans ton texte aussi, parce que tu as eu la gentillesse de me l'envoyer avant. Et tu parlais de cette dimension de la sexualité, donc de quelle manière donc, ces enfants-là sont innocentés, c'est Gauchet qui dit ça, de la sexualité d'une certaine manière. Donc, ce qui pose parfois un grand problème pour eux. Donc, même des personnes qui viennent en analyse. Et il arrive parfois que le premier enfant a été né après un processus médicalement assisté, et le deuxième, il est né par la suite de manière tout à fait, disons, naturelle. Donc, et ça pose parfois un grand problème à cet enfant qui est né d'un tel désir si fort, et bon, je vais en parler comme ça, je veux dire qu'en analyse, donc, je veux dire, pour lui, la question de la vie devient problématique. Il est obligé, il est phobique, je veux dire, obligé de surveiller son rythme cardiaque, parce qu'il a l'impression que son cœur va s'arrêter. Donc, de quelle manière je veux dire, cette affirmation de vie, d'une certaine manière, peut devenir une ambivalence pour la génération qui est née du désir, d'une certaine manière, en tout cas de la volonté. Bon, je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions. On fait ça, la discussion à la fin, parce que d'ailleurs, on m'a signalé, donc nos régisseurs ici qui sont vraiment très efficaces et très sympathiques avec nous, on nous a signalé que quand même, je veux dire, il faut qu'on finisse à l'heure aujourd'hui. Donc voilà, donc on peut passer donc à l'intervention d'Alexandra Vulgari, donc, qui est donc doctorante, donc elle fait sa thèse avec le professeur Eric
Budeau comme directeur. Elle est psychologue clinicienne. Elle travaille aussi à la Salpêtrière. Donc, et pas aujourd'hui, mais elle va nous parler en tout cas d'un cas. Voilà, donc d'une patiente qui l'a suivie à la Salpêtrière dans le cadre donc, de la chirurgie maxillofaciale. Oui. Donc voilà. Bien, donc voilà, donc, Alexandra. Bonjour. Daniel Brand, dans son ouvrage Une part de soi dans la vie des autres. Okay, merci. Un livre que j'ai dévoré en quelques heures et qui m'a marqué montre comment la perte et le deuil tissent leur présence dans nos existences. Elle relate des moments de vie qui vont croiser incidemment et éclairer ceux dont lui parlent ses patients. Elle explore ce qu'implique pour les psychanalystes les mélanges intimes entre privé et professionnel, qu'elle désigne comme une part de soi dans la vie des autres. D'après elle, la notion de transfert s'incarne, prend corps dans l'entrecroisement des récits où l'analyste reconnaît à la fois sa singularité et celle de l'autre. Le moment où j'ai décidé de faire mon intervention à partir du cas de Madame N, une patiente que je rencontrais en consultation dans le service de chirurgie maxillofaciale, où j'intervenais en tant que clinicienne chercheuse, je n'étais pas consciente de toutes les raisons pour lesquelles je l'avais choisie. Madame N, âgée de 59 ans, demande d'être suivie car elle se sent très angoissée face à la nouvelle opération qu'elle doit subir. En 2011, elle avait subi une mandibulectomie segmentaire car le cancer s'était propagé en profondeur dans l'os. La section enlevée a été remplacée par un bout d'os provenant de sa jambe. Finalement, son lambeau n'a pas pris à cause de la chimiothérapie qu'elle subissait pour lutter contre l'avancée du cancer qui touchait cette fois-ci son sein. Dans les mots qu'elle a échangés avec l'infirmière de coordination en oncologie, elle exprime son angoisse qui concerne principalement le fait qu'après son opération, elle aura un tube dans le cou pour respirer, à savoir une trachéotomie. Dans le cas de Madame N, la trachéotomie est nécessaire dans une dimension préventive. Elle serait donc temporaire. En allant la chercher à la salle d'attente, mon œil est immédiatement attiré par l'apparence d'une patiente. Il s'agit d'une femme que je trouve habillée à la mode, sombrement, avec des vêtements qui la font paraître plus jeune que l'âge que je lui donne, et dont la posture me fait penser à une personne très à l'aise avec elle-même et son corps. Elle est assise, jambes croisées, avec l'avant-bras posé sur le dos de la chaise à côté d'elle, ce qui me donnait l'impression, sur le moment, d'une personne insouciante. Les patients qui attendent dans cette salle regardent fréquemment vers le sol en se tenant la tête dans les mains ou portent les regards vers la fenêtre en haut du mur qui donne vers l'extérieur de la pièce et semblent être préoccupés, mais pas elle. Quand j'appelle le nom de la patiente que je devais recevoir, je suis agréablement surprise de voir qu'il s'agit de la dame qui avait attiré mon attention. Lors du premier entretien, elle se qualifie d'ancienne grosse fumeuse. Je suppose que cela fait partie de ces explications données par le sujet concernant son vécu corporel subjectif en relation avec sa maladie. Ces mots indiquent également les fantasmes de culpabilité qu'elle ressent et on observe comment elle se rend ainsi responsable de ce qui lui arrive. Ainsi, elle peut éloigner un peu son sentiment d'impuissance en tâchant de trouver un sens à ce qui lui arrive, se donner une responsabilité et tenter d'éviter de se retrouver complètement à la merci de sa maladie qui a fait éruption brutalement. Nous sommes alors en train de devenir témoins de son drame subjectif. Cela lui permet d'exprimer et d'associer librement sur ce qui lui arrive et consiste en une étape importante dans son parcours médical. Elle indique qu'à présent, lorsqu'elle voit des jeunes fumer, elle aimerait leur dire à quel point c'est dangereux pour la santé et les convaincre d'arrêter. En prononçant cette phrase, les regards de Madame N restent fixés sur moi. Cet instant a été tellement surprenant que je me suis demandé si elle disait cela parce qu'elle m'avait déjà vu fumer ou parce que j'étais la plus jeune dans la pièce. Par les instances de son regard, je me suis sentie tout à coup concernée par son récit, convoquée dans sa trame narrative. L'associativité, les transferts et la narrativité seraient imbriqués et se construiraient, témoignant activement qu'une rencontre clinique est en train d'avoir lieu.
Madame N dit qu'elle a vaincu le cancer du sein grâce à la chimiothérapie, mais qu'elle aurait préféré perdre son sang que toucher à nouveau les visages. Perdre le sang, ça ne se voit pas, mais la face, c'est notre identité. Les visages, c'est choix, dit-elle, et suite à cette phrase, elle éclate en sanglots. Le sujet exprime littéralement ce que David Le Breton évoque, à savoir que les principes d'identité s'incarnent à travers les visages. Nous nous apercevons que l'altération de son visage à cause de la chirurgie mutilante est à tel point insupportable pour elle qu'elle aurait préféré perdre son sang plutôt que perdre au final sa propre identité. Elle aurait choisi de sacrifier une partie de son corps qui n'est pas directement visible par l'autre, comme elle explique, mais qui n'est pas d'importance négligeable, là où le sang peut venir constituer une marque de la féminité. Plutôt sacrifier ce qu'elle considère comme partie intégrante de sa féminité que perdre son être. Parfois, j'ai des idées noires. Je pense à prendre des médicaments et dormir. Ma vie a définitivement changé. Les gens regardent. Et le pire, c'est qu'ils insistent, dit-elle. Elle poursuit. Je porte toujours un pansement pour cacher les trous sur le menton. Avant, je n'osais pas sortir de chez moi sans porter une écharpe pour me casser derrière. En effet, Madame N porte un grand pansement sur son menton. Elle indique que l'infirmière vient tous les matins pour les poser et elle l'enlève seulement au moment de se coucher. Elle-même ne supporte pas se regarder dans le miroir sans avoir son pansement. « Vous voyez, je ne suis plus je », dit-elle à chaudes larmes. Et elle ajoute, même si je n'avais pas de cheveux à cause de la chimiothérapie, je me reconnaissais, mais là, c'est dur. Nous repérons ici que le visage difforme de Madame N peut susciter autant d'effroi chez elle que chez l'autre. Elle n'est pas seulement confrontée à la difficulté de reconnaître son propre image dans le miroir, mais elle est également confrontée au regard persistant de l'autre qui pèse sur son trait physique obscène. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi les gens insistent autant. C'est bon, ils voient quelque chose d'étrange, ils peuvent être gentils et regarder ailleurs, dit-elle. À propos des mouvements psychiques qui se déclenchent les moments où nous sommes confrontés au semblable qui a un corps ou un visage présentant des difformités, Pierre Ancet écrit « Ce n'est pas avec l'autre que la relation semble avoir lieu, mais uniquement avec la partie dérangeante qui se tient sous le regard comme un animal prêt à mordre. À ce stade, c'est avec un handicapé et non avec une autre personne que fait l'interaction. Les sujets ne voient que les parties difformes du corps. La partie qui se présente comme différente. Dans le cas de Madame N, le regard de l'autre est happé par sa bouche déformée. Et c'est bien ce regard qui lui est insupportable. Madame N devient un écran de projection pour l'autre qui envoie des éléments dont il ne voudrait rien savoir et qui appartiennent en réalité à sa propre vie psychique. À ce moment-là, il y a des mouvements d'identification projective qui peuvent se déclencher où l'autre vient loger psychiquement chez Madame N, les conflits qui n'arrivent pas à loger dans son corps, dans son propre espace psychique. Les miroirs brisés, c'est de cette expérience que connaît celui qui la regarde et que Madame N en souffre aussi. Daniel Brun écrit « Lorsque les corps dysfonctionnent, l'étranger en choix, chez choix, s'installe à ses dépens. À charge pour l'individu de reprendre progressivement ses marques dans les chez-choix d'un corps dont la maladie et ses traitements provisoirement les délogent. » Elle poursuit. « La maladie oblige à compter avec les temps, avec la mort et avec les vivants, tout comme avec une rénonciation des jouissances. » Et pas de puissance que j'ai noté. Si la mort impose son immédiateté, ne serait-ce que pour penser une nouvelle configuration du corps et le réaménagement de son habitacle. Le corps, en effet, s'habite comme une maison. Il me semble important d'évoquer que Madame N vient toujours aux séances très soigneusement maquillée, en mettant en valeur le haut de son visage. À la question de si elle reconnaît son reflet dans le miroir, elle répond qu'elle ne reconnaît que la moitié de son visage. Elle ne peut pas reconnaître sa bouche. En mettant sa main au niveau de son nez, elle nous montre la limite jusqu'à laquelle elle peut être identifiée, son reflet dans le miroir. Jusque-là, oui, dit-elle, en nous montrant qu'elle se reconnaît entre son nez et le haut de sa tête.
D'ici, non, dit-elle, et nous montrons qu'elle en est incapable entre son nez et le bas de son visage, par un mouvement de la main. Je suppose que Madame N se trouve dans une position d'entre-deux. L'image spéculaire de son propre visage est clivée. Il existe une partie en elle qui ne lui appartient pas, qu'elle ne peut pas reconnaître. Elle ne peut pas intégrer l'image de cette bouche étrange à l'image de son visage entier. David Le Breton souligne que l'homme défiguré vit la suspension de soi, la privation symbolique de son être, que seule une mobilisation de toute la volonté peut permettre de reconstituer. Il a le sentiment que son identité s'est défaite et s'écoule à chaque regard de soi ou de l'autre. Et c'est cela dont il s'agit d'après ce que Madame N nous dit. Cette phrase « je ne suis plus je » de Madame N me permet de présumer qu'elle se trouve désespérée de ne pas se retrouver soi-même, d'être soi-même comme un autre, selon les termes de Paul Ricoeur, face à une expérience qui appelle la nuit de l'identité personnelle, dans laquelle les non-sujets restent figure du sujet. Il serait alors possible de mettre l'hypothèse que Madame N doit faire un travail de deuil et de renoncement afin de ne pas rester prise entre deux aspects de soi inconciliables, celui d'avant la défiguration de son visage et celui d'après l'opération mutilante. Il faudrait alors que le sujet fasse le deuil de sa mâchoire abîmée, trouée, le deuil d'un lambeau infecté qui n'a pas pu prendre. Il me semble qu'il faudrait qu'elle puisse renoncer à son apparence d'autrefois afin de pouvoir bénéficier des effets de sa reconstruction, même si après son opération, elle n'aura pas une mâchoire identique à celle qu'elle avait avant le cancer. Dans l'expression « faire son deuil », Pierre Ancet indique qu'il y a une double dimension qui émerge. Il y a absence de deuil, puisqu'il y a survie. Madame N est toujours vivante. Et travail de deuil de ce qu'elle était. Cette double dimension illustre bien la difficulté de se dire selon cette nouvelle identité et manifeste la tension entre soi et non-soi. Mon hypothèse serait donc que Madame N, en nous adressant son récit dans le cadre thérapeutique, nous charge d'accueillir la discontinuité de son choix en l'inscrivant dans une continuité ténue qui forme le cadre de son histoire. Dans son ouvrage « Une part de soi dans la vie des autres », Daniel Brun écrit « Ce n'est pas de la compassion du psychanalyste que le patient se sentira aidé, car la compassion, il la trouve ailleurs, auprès des autres, proches ou amis. C'est plutôt un rétablissement d'une continuité dans la vie psychique qu'il convient d'œuvrer, tout en inscrivant la brisure. Madame N, en se référant à ses idées noires, n'utilise jamais les mots mourir. Elle dit toujours « prendre des médicaments et dormir ». Nous pourrions supposer que dormir signifie mourir, mais sa phrase me fait associer un conte de la Belle au bois dormant, comme si c'est dormir nous laisse d'une certaine manière l'espoir d'une suite et se réveiller avec l'espoir peut-être de ne plus être défiguré. Après cette première rencontre avec Madame N, j'avais le sentiment d'être attirée et même séduite par son regard. Madame N a des grands yeux qu'elle met en valeur par du maquillage, ce qui me fait associer son visage à l'image de celui qu'on attribue généralement dans les peintures ou les films à Cléopâtre. Cela me fait penser au texte de Lévinas, Éthique infinie, dans lequel il écrit « Je pense plutôt que l'accès au visage est d'emblée éthique. C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, que vous pouvez les décrire, que vous vous trouvez, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne même pas remarquer la couleur de ses yeux. Mais dans cette clinique de l'extrême, si nous remarquons les yeux du patient, c'est justement parce que cela nous permet de rencontrer l'autre. N'est-ce pas pour cette raison qu'on dit que les yeux constituent le miroir de l'âme? En tout cas, cette réflexion, quant au regard et aux yeux de Madame N, vient souligner un mouvement contre-transférentiel. Daniel Brun, elle s'est référée à plusieurs reprises dans ses travaux à la notion freudienne d'inquiétante étrangeté. Elle indique que quand le corps est aux mains de la médecine et que c'est elle qui annonce son évolution, il connaît une fragilisation. Des familiers qu'il était ou qu'il semblait, à l'instar d'un chez-soi ou d'une maison, le corps devient étrangement inquiétant.
Madame N, comme c'est le cas de la plupart des patients, n'arrête pas de mentionner son stress provoqué par l'idée de la trachéotomie. Elle dit « Je ne sais pas, ça fait un trou, c'est très bizarre, je ne pourrais pas parler. Et en fait, ça fait très sale, il y a des choses qui partent partout. » J'essaie d'apaiser son angoisse en lui expliquant que ça serait temporaire, que ça fait un peu sale à cause des sécrétions qui sortent du trou, mais qu'elle n'aura pas mal et qu'elle ne pourra effectivement pas parler, mais pourra écrire. Elle semble plus tranquille, mais une fois que j'ai mis des mots sur ce qui va lui arriver, mais elle reste toujours stressée, ainsi qu'elle indique. Mon hypothèse est alors que ces trous dans le corps, dans le cou plus précisément, c'est le lieu privilégié par l'expression de l'angoisse des morts pour elle. Au cours des séances avec Madame N, j'insiste pour qu'elle puisse exprimer ce qui provoque cette angoisse extrême devant la trachéotomie. Finalement, elle explique que pendant son hospitalisation, en 2011, suite à sa première intervention, elle a vu de sa chambre un monsieur dans les couloirs qui avait une trachéotomie et qui était en train de s'étouffer et en train de s'effondrer. Et elle ajoute « Peut-être c'est à cause de cela que j'ai autant peur de la traque. J'ai peur que ça pourrait m'arriver. Ne s'agit-il pas là encore d'une situation de miroir brisé où cette fois-ci c'est Madame N qui s'identifie à cet homme en train de s'étouffer, de s'effondrer? À mon avis, il s'agit bien d'une identification massive de la part de Madame N dans la rencontre avec cet homme, rencontre qui était à tel point traumatique pour elle qu'elle en avait refoulé les souvenirs. Le coup trachéotomisé s'est fait alors miroir brisé. Comme le disait Freud, le sujet, bien qu'il soit conscient de sa propre finitude, se comporte comme s'il était immortel. La rencontre de Madame N avec cet homme signifiait alors une perte narcissique extrême, là où venait se signifier la suite de cette illusion moïque d'immortalité. En effet, il s'agissait d'un monsieur hospitalisé en même temps que Madame N, qui était à la fin de sa vie, ravagé par la maladie cancéreuse, et s'étouffait lorsqu'il déambulait dans les couloirs du service. Cet homme était isolé, se promenait dans les couloirs pour sentir la présence de l'autre. En faisant connaître à Madame N les tragiques de la situation de cet homme et en lui expliquant que ce monsieur était dans cet état, non pas à cause de la trachéotomie, mais du fait de la gravité de son cancer, elle semble être vraiment soulagée. On pourrait dire que cela lui permet de se décoller de cette image. Un mois après le début de son suivi, la patiente évoque qu'elle se sent beaucoup mieux moralement. Elle a même réussi à voir les trous dans son menton et à regarder son visage sans les patchs, sur les photos prises par son médecin pour lui montrer l'évolution de la plaie. Elle a les photos avec elle sur son portable et les montre en se réjouissant de voir que le trou est vraiment très petit maintenant. Effectivement, son trou dans son menton semblait cicatriser seul. Madame N a finalement réussi à se confronter à son visage, même si ce n'est qu'à travers des photos. Une image qui jusqu'ici la renvoyait à une incertitude persistante. C'est un peu moi, mais finalement, ce n'est pas tout à fait moi, disait-elle quand l'angoisse était en son paroxysme. Il me semble assez remarquable qu'elle n'ait pas seulement réussi à reconnaître son visage, mais se montre également fière de l'évolution de son infection, qui lui donne l'espoir qu'elle n'aurait peut-être pas besoin de se faire opérer. Elle raconte aussi qu'elle a repris les sports, elle fait de la musculation et en est très fière. Elle dit également que prendre soin de son corps est très important vu le visage. Et en lui indiquant que sa féminité a dû être beaucoup touchée, la patiente, tout en touchant sa poitrine, hausse la tête pour confirmer ses mots. Ensuite, je lui dis aimer beaucoup ses colliers et Madame N secoue les épaules, manifestement contente. Et cela me donne l'impression de voir une fillette qui prend plaisir à recevoir un compliment. Mais vous êtes une vraie coquette, je répète. Ah oui, j'aime bien prendre soin de moi-même. Ça fait du bien parce qu'on est des femmes quand même, dit-elle. Absolument, on est des femmes quand même. Je lui réponds en reprenant ces mots. J'ai fait donc l'hypothèse qui vient se dessiner ici, dans cette scène, un jet d'identification qui permet à Madame N de se réapproprier symboliquement son visage. Lors de notre dernière rencontre en consultation, avec Madame N, elle exprime que la psychothérapie lui a fait vraiment du bien. Pendant son hospitalisation,
elle a finalement bien réagi à la trachéotomie. Elle a évoqué qu'elle était très contente d'être accompagnée pendant cette période difficile, qu'elle allait bien moralement et que si elle avait besoin à nouveau de nous voir, elle n'hésitera pas de venir vers nous. J'estime alors que le dispositif consiste ici principalement en un holding, tant que physique, à travers de la prise en charge biotechnologique, que psychologique, basée sur la compréhension et l'empathie. Le dispositif se substitue ici à l'environnement suffisamment bon, contenant celui que l'hôte maternel doit être capable d'apporter au début de la vie de l'enfant, celui-ci construisant sa personnalité à partir de la connaissance que son cri peut être attendu et interprété. Ce que nous avons proposé à Madame N lors des entretiens avec elle est un environnement soignant qui peut être perçu par elle comme suffisamment attentif, disponible et fiable. J'ai pensé avoir choisi d'exposer les cas de Madame N pour plusieurs raisons. La première tient en ce que les mots que la patiente utilisait pendant les entretiens pour exprimer sa souffrance représentaient exactement les ressentis de la plupart des patients dans cette clinique de l'extrême. La deuxième raison est que j'étais très contente de la voir à chaque consultation. Ce n'était pas très fréquent de rencontrer quelqu'un dans ce service qui s'occupait autant de son apparence et présentait un tel sens de l'humour. Par ailleurs, j'étais satisfaite de l'effet que la psychothérapie avait sur elle. Nous pouvions observer de l'évolution de Madame N d'une séance à l'autre, notamment en ce qui concerne son humeur, et nous sommes devenus témoins de sa métamorphose. Madame N, grâce à la psychothérapie, a pu regarder son image à travers ses photos. La lecture de ce livre de Daniel Brun, La part de soi dans la vie des autres, m'a aussi permis de questionner mon transfert dans cette situation et les échos qu'elle avait avec mon histoire personnelle, ce qui me permet mieux penser ce qui se jouait dans cette situation clinique. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, Alexandra, elle est assistante d'enseignement et de recherche aussi, dans notre département d'études psychanalytiques. Et, bon, de manière un peu, curieuse, donc cette question de la dysmorphie du visage de Madame N, donc, rejoint des questions relatives à l'autisme qu'on a évoquées ce matin. Pourquoi ? Parce que c'est un trou est éminemment problématique, je veux dire, pour tous. Hein. Donc on est très troublé par ce que c'est un trou. Hein. Rappelons-nous que l'interprétation des rêves de Freud commence avec un trou, avec un rêve. Je veux dire, sa patiente Irma. Hein. Donc la première scène du rêve, avec tous les spécialistes autour qui essayaient de trouver qu'est-ce qui n'allait pas dans la gorge d'Irma. Et peut-être le fait qu'elle avait ces trous sur le visage aggravait beaucoup cette question de comment elle pourrait paraître, je veux dire comment elle pourrait être perçue par les autres. C'est-à-dire que si ce n'était pas, je suis d'accord, si c'était une dysmorphie sans trou, peut-être ça n'aurait pas été la même chose. Parce qu'un trou renvoie à ce que c'est aussi l'orifice et la pulsion. Donc avoir un trou sur le visage, autre que les trous qu'on a, disons, de manière naturelle, de manière paradoxale, je veux dire, ça pose encore plus de problèmes par rapport à cette question de comment je suis perçu par l'autre. Et pour les autistes, s'il y a quelque chose qui est très angoissant, comme on sait, donc, c'est la question du regard de l'autre. Et c'est justement, je veux dire, parce que les autistes sont très sensibles à cet autre, je veux dire, donc voilà, du coup, donc ça nous décale aussi de quelque chose qui serait, je veux dire, du côté de, comment dire, d'un déficit neurologique, même quand il y en a, je veux dire, peu importe, je veux dire, ça renvoie à quelque chose qui nous concerne tous, et ça pourquoi d'ailleurs travailler avec des autistes et des psychotiques
c'est tellement utile pour les psychanalystes, parce que ça renvoie déjà à quelque chose qui est basique par rapport à la pulsion, basique dans le sens de fondamental, et aussi, bien entendu, à ce que c'est un sujet, parce qu'il ne suffit pas que quelqu'un parle pour qu'il y ait un sujet. Voilà. Donc, c'est le cas donc, de Madame N, hein, donc, que vous reprenez aussi à partir de la question de la féminité. Donc, ça, c'est peut-être. Mais ça, c'était le travail de la thérapie, je veux dire, qui l'amène, je veux dire, à cette. Ça lui permet, en même temps, de savoir à partir de quoi elle est regardée. Parce qu'autrement, je veux dire, elle a, spontanément, je veux dire, sans ces récits, sans même le travail du médecin qui lui montre des photos en train du trou qui est en train d'être cicatrisé, ça fait récit. Donc ça lui permet de voir d'où est-ce qu'elle est regardée, d'une certaine manière, à travers sa féminité. C'est en tout cas la piste qu'avec talent, vous lui avez proposée. Voilà, donc peut-être qu'on passe directement donc, à la troisième intervention, donc, du docteur. On ne dit pas de la docteur quand même. Non, pas encore. Comme vous voulez, la longue vie, vous la faites vivre et on voit les formes qu'elle retient. Donc, qui est médecin, donc praticien hospitalier, donc c'est comme ça, vous voyez, donc, je ne lis plus ce mot, et spécialiste donc, en médecine interne à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, donc enseignante, chercheuse à l'AP, donc à Sorbonne Université, les responsables d'unités mobiles d'accompagnement et de soins palliatifs, membre de la cellule de support éthique du même hôpital, de la Pitié-Salpêtrière, et de l'initiative Humanité biomédicale de l'Alliance Sorbonne Université. Et là aussi, donc, participer, donc on est dans l'actualité là, vraiment brillante, et dans la convention citoyenne sur des questions de fin de vie, donc de la loi qui est en train d'être examinée, là, le projet de loi qui est en train d'être examiné par le Sénat et l'Assemblée générale. Et voilà, donc... Merci. Merci beaucoup. Merci Charlotte, merci Bérangère, merci Yorgos. Merci à laquelle Daniel a tant contribué, et de voir beaucoup de visages amis de Daniel et beaucoup toujours d'étudiants, de doctorants, et de voir la poursuite de ces réflexions partagées au travail. En fait, je suis intimidée, j'ai plein de souvenirs qui affleurent. Je ne sais pas tellement si mon propos va être construit, mais je compte sur vous, Yorgos, pour m'arrêter et m'aider. J'ai déjà un premier souvenir qui me vient, parce que là, je me sens un peu perdue. Je vous dis tout ce que où je suis, mais là, aujourd'hui, tout de suite, je ne sais plus où je suis. J'ai un souvenir qui me revient. Certains l'ont dit, ne pas suivre Daniel quand elle proposait quelque chose, c'était impossible, mais surtout, je ne le voulais tellement pas, ne pas la suivre. Et même, j'aurais rêvé d'aller jusqu'au bout de cette thèse qu'elle me proposait toujours de faire avec elle. Donc, ça continue de m'occuper. Je continue tous les jours à dialoguer avec elle. Mais un souvenir très lointain, je lui dis oui, mais de manière insensée. Et je me retrouve un samedi matin à Saint-Louis, dans un amphithéâtre ici, je crois qu'il y a Pierre Fédida, et tout à coup, tout ce que j'entends est pour moi incompréhensible, et j'ai envie de partir en courant, et je ne sais pas pourquoi je suis là. J'ai mon syndrome de l'imposteur qui m'engloutit, et j'ai envie de rentrer comme ça sous terre, mais je trébuche, et elle est là au retour, et l'aventure se poursuit pendant des années. Beaucoup d'autres moments intimidée par la proposition, ne me sentant pas légitime, pas en mesure, et pour autant la curiosité, la relation, le questionnement se poursuivent, et vraiment de tout ça, chaque jour je l'en remercie, parce que même si aujourd'hui je me sens un petit peu perdue, ces derniers mois il y a
plein de bonnes choses qui se sont construites dans ce dialogue, et à chaque fois je pense à elle, et que c'est aussi ce désir, cette impulsion qu'elle a transmis qui se poursuit. Alors effectivement, vous faisiez mention de la Convention citoyenne fin de vie. J'en ai beaucoup parlé avec Daniel. À l'époque, m'a permis qu'on soit encore plus voisines, ce qui fait que le dialogue était parfois quotidien. Et cette convention, avec la cellule de support éthique de la Pitié-Salpêtrière, on y a été associé au titre de chercheur, puisque dans le dispositif du Conseil économique, social et environnemental, pour cette deuxième convention nationale, après celle du climat, ils ont retenu qu'il y ait 40 chercheurs, 20 travaillaient sur le dispositif démocratique lui-même, et venaient souvent de plusieurs pays européens, et 20 autres sur la question adressée par la Première ministre aux conventionnés, c'est-à-dire à ces citoyennes, ces citoyens qui avaient dit oui en répondant à cet appel sans penser que c'était un canular de venir passer 5 week-ends dans ce magnifique palais d'Iéna, certes, mais pour travailler du vendredi au dimanche sur la fin de vie en France. Et voilà, ils avaient tous les âges et ils venaient de différentes régions de France ou d'outre-mer. Et ils étaient maçons, ils étaient professeurs, ils étaient souvent soignants. Il y avait bien sûr un biais. Et nous, la question qu'on avait proposé de travailler, elle était inspirée par Daniel aussi, puisqu'elle tenait à la subjectivité du soignant dans la relation. C'était comment cette question de la fin de vie nous interpelle quand on est dans l'accompagnement soignant à plus d'un titre. Certes comme professionnel de santé, avec nos repères professionnels, mais également comme femme, comme homme, avec notre histoire singulière qui contribue toujours à la fabrique du soignant que nous devenons, et puis comme citoyenne, comme citoyen, avec nos convictions et parfois le bulletin de vote que l'on met. Auriel, tu faisais mention bien sûr de tous ces développements médicaux qui font l'objet aujourd'hui de lois sociétales, puisque la médecine ne va pas arbitrer dans un sens ou dans un autre. C'est aujourd'hui des grands bouleversements apportés par le développement de la technoscience médicale, mais qui concernent et interpellent toute la société. Donc, comme soignant, on est aussi citoyen et parfois on met notre bulletin dans l'urne dans un engagement citoyen pour favoriser ou au contraire marquer son opposition à tel développement ou souscription de la société au développement de la médecine. Voilà, et donc bien sûr avec Daniel, je parlais beaucoup de cela. Elle m'a aidée une fois de plus dans la formulation de ce projet de recherche et elle en était toujours l'inspiratrice dans la mise au travail sur cette question du sujet malade, mais également du sujet soignant. Et qu'elle mettait elle-même au travail comme psychanalyste et comme patiente. Alors, je revoyais les termes, tu redisais, Yorgos, comment elle déjouait les pièges du langage, de cette illusion portée dans les termes d'une médecine personnalisée, lorsque la personnalisation tient plus à l'ADN qu'au sujet porteur d'histoire, et elle nuançait, rectifiait en la qualifiant d'une médecine personnelle. Et en fait, je revoyais sur Wikipédia, c'est bien Wikipédia, j'avais oublié que Daniel était interprète de formation. Donc finalement, c'était aussi son mouvement premier, son engagement premier, qu'elle n'a cessé d'être dans le langage, dans le dialogue et bien sûr dans les textes et dans l'actualité freudienne. Alors, j'avais mis un titre, oui, pardon, toujours dans cette question du langage, quand je revoyais le sous-titre de son dernier
ouvrage posthume et c'est si important que Pierre-Antoine, avec Odile Jacob, vous ayez pu nous livrer ce livre si important pour tous, pour les patients que nous sommes, pour les soignants que nous sommes, pour les aidants. Moi, je plaide pour un manifeste politique, qu'on soit tous soignants ou tous enseignants, etc. Voilà, on en parlait un petit peu ce matin de cette crise de la démographie soignante qui m'occupe particulièrement, mais voilà, où on a envie de mettre aussi notre imagination au travail pour savoir comment on va se soigner de manière solidaire demain. Et alors, dans le sous-titre de l'ouvrage de Daniel, ça paraît paradoxal de dire « rencontre avec une médecine déshumanisée ». Et en fait, elle ne renonçait à rien. C'est-à-dire, on peut se dire, mais comment on va rencontrer si déjà c'est déshabité, si la maison est plus habitée, si la médecine, il n'y a plus personne, il n'y a que de l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est son insistance, sa formidable persévérance qui fait qu'elle nous engage avec elle dans une rencontre avec une médecine déshumanisée. Mais avec toujours des perspectives. Alors, tu me diras, Yorgos, peut-être je vais juste faire une petite introduction, parce que voilà, j'avais... chaque année, on se retrouvait à quelques-uns, puisque dès qu'un colloque de psychanalyse et médecine se terminait, il s'agissait déjà d'imaginer sur quoi on allait se remettre au travail. Et puis, bon nombre d'entre nous, on a eu cette joie aussi de partager ces moments amicaux de mise au travail où finalement les sujets, les difficultés qu'on rencontrait dans nos pratiques soignantes venaient comme ça nourrir l'inspiration pour l'année qui débutait. Alors là, c'était sur le consentement et... Voilà, je l'avais intitulé « Fin de vie, qui consent à quoi ?» Je vais juste vous dire quelques petits mots d'introduction, de pistes, pour essayer de camper un peu et peut-être réfléchir avec vous après dans les questions. Quels sont les acteurs en présence? Alors, to die or not to die, that is the question, comme le dirait Hamlet. Il y a des questionnements existentiels auxquels on ne peut répondre. Et pourtant, les développements de la technoscience médicale créent des situations de vie inédites qui actualisent cette interrogation et notre responsabilité dans l'accompagnement de la fin de vie. Cette question à laquelle Hamlet est livré dans un dialogue intérieur est aujourd'hui projetée sur la scène médicale au quotidien dans la relation de soins. Mais au juste, de quelle, au singulier ou quelle, au pluriel, question s'agit-il ? Le patient. Le patient s'interroge. Et vraiment, ceux qui n'ont pas encore lu Madame Vertigo, on a envie, avec les étudiants, avec les patients, on travaille beaucoup avec l'Université des patients à Sorbonne Université, et c'est là aussi des révolutions académiques, je trouve, auxquelles Daniel a formidablement contribué. On n'aurait pas imaginé, il y a 20 ans, qu'on puisse enseigner en fac de médecine ou en IPSI dans un binôme patient-soignant, patient-médecin, aux étudiants en médecine, en consacrant les savoirs expérientiels du patient et en faisant l'hypothèse, et plus encore, que ces savoirs du patient peuvent améliorer les pratiques des soignants. Et c'était ça, la gageure de Daniel. Alors le patient s'interroge, qui consent en moi? À quoi suis-je invité à consentir? Suis-je libre de consentir? Mais à quelle proposition, unique ou multiple? Y a-t-il une possibilité de refus? Quelles en seraient les conséquences? Quel éclairage est donné aux possibilités d'un choix? Et poursuivant, comment puis-je consentir à l'arrêt de traitement qui me tienne en vie? Ou à l'inverse, suis-je libre de choisir ma mort?
Mais rapidement, le malade se rend compte qu'il n'est pas seul dans cette méditation, et encore moins le seul à délibérer sur son sort. Alors, je sais que... je la vois pas. Mais Sophie... ça y est, je la vois. Sophie, je suis heureuse que tu sois là parce que j'avais rêvé que vous puissiez vous rencontrer avec Daniel et vous vous êtes rencontrés. Ce qui était aussi formidable avec Daniel, c'est que c'était son élan. C'est-à-dire, je lui parle à un moment d'un projet théâtral de Paradox Palace, d'écriture de patients, de détenus, de résidents du SAMU social et d'EHPAD, s'appelait Watch, sur leur perception du temps dans l'institution close, fermée, et sur le regard, la surveillance. Et je lui dis que tout ça a donné lieu à un spectacle au Châtelet. Et hop, elle vient aussi. C'est un spectacle formidable. Et là, il y a la 3e et dernière édition cette année sur la rencontre. Et Sophie, tu y étais aussi, puisque Sophie, on s'est rencontrés aussi de cette manière-là. Daniel, vous aviez le projet de vous retrouver et tu lui as rendu hommage à notre festival de récithérapie en mettant en scène un désaccord dans la relation de soins que tu as vécu et dans un travail théâtral qui est ton métier. Et à travers cette pièce Apnée, qui est aussi un formidable outil pédagogique qui fait le tour des espaces éthiques régionaux. Et voilà, où tu questionnes bien sûr cette question de l'observance, de la soumission, et tu y mets dans ton dialogue avec Daniel que vous aviez initié toutes les nuances d'infinies situations pour que le consentement ait des formes qui puissent faire entendre la voix du sujet et pour aller vers une décision partagée. Alors le patient, certes, il n'est pas seul, longtemps restreint à un colloque singulier. La relation de soins engage aujourd'hui de nombreux acteurs, visibles ou invisibles. Et au-delà du patient, il y a là où les maladies, le ou bien souvent les médecins et équipes soignantes, les proches, qu'on met souvent dans un collectif, alors que c'est quand même une singularité plurielle, et puis les lois en arrière-plan, le système de soins dont Bernard Gols a beaucoup parlé ce matin avec ses contraintes. Alors, un mot de la maladie. La maladie qui, en fin de vie, est un enjeu trop central de la relation de soins, voire parfois un seul en scène dans la recherche du consentement qui est arc-bouté sur le faire ou ne pas faire le traitement. Elle est tout à la fois omniprésente et à la fois c'est le moment où elle échappe à tout contrôle. L'évolution péjorative, qui est bien souvent médicalement prévisible, pourrait peut-être inviter à solliciter la personne souffrante dans une perspective plus large afin de dessiner ensemble le chemin d'un consentement, d'un accompagnement, avec une recherche de ce consentement aux différents temps de la maladie. Alors les soignants aussi se questionnent sur le consentement aujourd'hui et sur les conditions mêmes de recueil de ce consentement. Pour qui et pourquoi je sollicite le consentement du patient? S'agit-il d'un impératif éthique ou d'une obligation procédurale? Quelle est la liberté d'un consentement à une démarche médicale en l'absence d'alternatives dégagées dans le contexte d'une maladie incurable? Quelle est ma part de responsabilité dans la présentation des différentes options possibles et de la valeur accordée à chacune dans l'histoire du patient, mais aussi dans ma propre histoire? Quelle part de chacun d'entre nous est impliquée dans le consentement ou le consensus dégagé en réunion de concertation pluridisciplinaire? Et toujours plus loin, en tant que soignant et dans les situations de souffrance réfractaire, puis-je consentir à aider le patient en fin de vie à mourir s'il m'en fait la demande réitérée? Et enfin, comment entendre et ne pas consentir à une demande du patient, bien que reconnue par la loi, qui contreviendrait à mes valeurs? Voilà quelques
questions que je partageais fréquemment avec Daniel. Les proches, quant à eux, ont aussi leur lot de questions. Si le patient est en situation de grande vulnérabilité, puis-je consentir à sa place ? Dans le consentement recherché, s'agit-il de faire entendre la volonté du malade ou la projection de ce que nous souhaiterions pour lui ? La loi, ou plutôt les nombreuses lois de ces 20 dernières années conférant des droits aux malades, ont consacré le devoir d'information du patient et la recherche du consentement à la décision médicale. Si l'interprétation, chère à Daniel, ou les modalités de mise en œuvre des lois dans la relation de soins sont devenues, à mon sens, un enjeu éthique de la clinique médicale, trop rares sont encore les recherches pluridisciplinaires consacrées aux préférences du patient, à ses besoins, à ses souhaits d'information et de décision partagée. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, on a célébré l'année passée les 20 ans de la loi droit des malades et qualité du système de soins, qu'on appelle loi Kouchner souvent, et on en voit comme souvent dans toute avancée quelques effets inattendus, indésirables, la loi vit, mais parfois elle fige aussi les pratiques et bien souvent au quotidien, puisque quand on est dans la pratique qui est la mienne en équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs, on est tant au chevet des patients et de leurs proches qu'au chevet des soignants. Et bien souvent, j'entends de plus en plus des jeunes médecins, surtout, apeurés sans doute par la loi, un malade leur fait une demande, le premier réflexe est parfois de leur signifier que leur demande n'est pas recevable, n'est pas dans les clous de la loi. Et mon combat aujourd'hui, c'est d'essayer de leur redonner leur liberté de soignant première, qui est celle de leur présence responsable devant le visage de l'autre, du patient souffrant, et de pouvoir accueillir sa demande. La loi, elle est là, elle est présente, elle est un cadre, mais d'aucune façon on ne soigne avec des lois. Et cette confusion aujourd'hui, j'en discutais souvent avec Daniel, voilà, on avait aussi le désir toujours de travailler sur la question de l'interprétation de la loi dans la relation de soins, pour retrouver aussi cette liberté dans la relation. Comment vivent les lois dans la relation de soins, et notamment concernant la recherche de consentement aux soins en fin de vie, autant de questions ouvrant sur différents champs de recherche pour mieux entendre la voix de la personne malade. Enfin, parmi les acteurs, le système de soins, qui connaît, on l'a dit beaucoup, une crise de sa démographie soignante et de son financement solidaire. Et cet acteur s'est imposé avec force dans les choix récemment, durant l'épidémie Covid, choix souvent critiques et tragiques. Peut-on consentir à décider qui vivra, qui mourra ? C'est le titre, quand on ne peut sauver tout le monde, c'est le sous-titre de l'ouvrage de Frédéric Lechterflack qui nous avait rejoint au colloque de médecine et psychanalyse, qui est professeur de philosophie morale, de littérature comparée, et qui travaille beaucoup sur les ressources littéraires dans les situations de dilemme éthique et de choix tragiques. Et là, je sais que Daniel il y avait eu un dialogue, puisque son dernier ouvrage, Quand le mal frappe les gens bien, de Frédéric Lechterflack, c'est sur le fait que philosophie, religion se cassent les dents sur la question du mal, et que c'est souvent dans la littérature que finalement on trouve le creuset de ressources. Et là aussi, le rapport qu'avait Daniel au texte montrait aussi à quel point c'était une ressource, comme si l'épreuve du mal était aussi étayée par ces ressources textuelles, littéraires, mais peut-être encore plus largement toutes les formes de création artistique et qu'elle a pu me faire découvrir, notamment dans la danse contemporaine ou dans aussi les arts visuels.
Voilà, donc je voulais dire à quel point sa pensée et sa curiosité, son exigence et le dialogue instauré, on l'a beaucoup dit ce matin, l'interdisciplinarité continue aujourd'hui à nourrir les questions qu'on se pose. On se donne encore 5 minutes, peut-être. Ça ira. Ah, d'accord. J'allais conclure parce qu'après, c'est long. Je me dis, il vaut peut-être mieux laisser du temps aux questions comme vous voulez. On a peut-être encore 5 minutes et puis on peut lancer la discussion comme vous voulez. D'accord, d'accord. Bon, alors, oui, peut-être juste aussi dire, j'avais énormément de mal à écrire. C'est peut-être pour ça aujourd'hui, d'ailleurs, que j'invite les autres à écrire. Dans les patients, les soignants, les aidants, les passants. On fait ça avec notamment Mathieu Simonet et tout un collectif qui s'appelle aujourd'hui Récithérapie, enfin qui est une association dans ce courant de la médecine narrative. Et Daniel était là aussi pour venir chercher le texte aussi, venir, comme Mathieu le fait aujourd'hui dans nos ateliers d'écriture, légitimer chacun dans cette possibilité aussi d'écriture dans le soin. Et de ça aussi, je la remercie. Tout ça pour dire que là, j'ai pu faire ce petit article cette année, mais c'est parce que, voilà, son impulsion continue d'agir en nous. Je vais laisser de côté ce texte, voilà, pour peut-être revenir à cette question aujourd'hui des médiations citoyennes. On a parlé aussi d'un mot de l'université des patients et du travail avec tout ce mouvement de la paire-aidance que je découvre aussi grâce à vous, à la jeune génération qui est en train aussi peut-être vraiment d'inventer des nouvelles façons de soigner aujourd'hui, notamment dans une question qui a été pour moi totalement ignorée de la médecine, en tout cas de notre formation médicale, et je crois encore aujourd'hui dans la formation médicale, qui est la question du rétablissement. Et alors la psychanalyse, elle ne l'avait pas laissé dans l'oubli, mais la médecine complètement, et aujourd'hui d'observer aussi dans ce mouvement citoyen engagé de patients aussi qui deviennent des pères aidants, ce travail sur le rétablissement en santé que j'aimais partager avec elle. Donc voilà, ces médiations citoyennes et culturelles en santé, c'est peut-être là-dessus que je vais conclure pour dire que finalement la complexité aujourd'hui de nos vies, avec la promesse aussi de vivre longtemps, mais longtemps aussi souvent en souffrant avec des maladies, fait qu'elle appelle des nouvelles formes aussi de solidarité, mais aussi de traduction de ce que nous vivons. Et j'en reviens à son engagement premier et permanent d'interprète vers aussi des médiations citoyennes et aussi artistiques et culturelles. C'est-à-dire qu'on a besoin, je pense, de plus en plus de traductions sensibles du réel. Et c'est pour moi une partie très importante de l'héritage de Daniel Brun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Et puis, il y a aussi une interview que j'ai lue très intéressante dans le journal Le Monde. Donc, vous avez donné une interview avec Alain Comte-Sponville. André Comte-Sponville. Et donc, peut-être on va passer directement à la discussion avec la salle. Je parle peut-être... Pour rebondir un peu sur la question de la demande, juste rappeler que Lacan disait que toute demande est une demande d'amour. Voilà, donc je me demandais comment cela, ça pourrait s'entendre dans le contexte des patients qui demandent de les aider à finir
les jours. Voilà, oui, merci peut-être d'un mot sur cette question, parce que effectivement, c'est les patients qui font aussi les soignants que nous sommes et que nous devenons. Et concernant cette question de la demande d'aide à mourir, après 25 ans de soins palliatifs, je ne savais toujours pas où je me situais. Et les patients, certains patients, quelques patients, assez récemment, depuis que le sujet revient régulièrement et est revenu dernièrement en débat dans la société, m'ont été adressés avec cette demande. Et j'ai été très frappée de voir que cette demande, je pense à cet homme que j'ai revu encore avant-hier, il l'inscrivait vraiment dans la relation de soins. Il avait fait quelques tentatives de suicide assez misérables parce qu'il a une paralysie supranucléaire progressive qui fait que son mouvement est très interdit, empêché. Mais surtout, cette demande, elle était une demande qui m'était adressée, qui m'est encore parfois adressée avec un sourire comme une promesse, puisque maintenant on le suit, on l'accompagne depuis près de 2 ans. Une demande qui, aujourd'hui, souvent n'est plus là. Elle a laissé la place à d'autres possibilités d'être et qui parfois revient. Mais effectivement, c'est-à-dire entre, vous savez, le suicide assisté et l'aide médicale à mourir, comme tu le rappelais, on est en train d'abandonner le terme d'euthanasie, voilà, avec tout ce que le langage porte. Mais donc, pour certains patients, ça ne peut être une démarche solitaire. Et ils adressent cette demande, une demande d'amour, en tout cas une demande d'aide et une demande à leurs soignants dans la relation de soins. Merci. Peut-être je veux passer la parole à la salle, puisqu'on est pressé par le temps. On pourrait revenir peut-être sur cette possibilité que la demande finalement se déplace aussi, qu'elle revienne par la suite, mais qu'elle puisse se déplacer aussi. Bon, écoutez, donc voilà. Donc Charlotte, Bérangère, je ne sais pas, peut-être d'autres personnes qui ne... Il marche le micro ? Oui, très bien. Merci beaucoup. C'est très touchant ce qu'on entend ce matin de vous tous. Et moi, je voulais revenir sur le travail de la jeune femme avant, mais j'étais très touchée aussi. Si vous pouvez parler un peu plus près du micro. Oui, je vais parler plus fort. Ou plus près du micro. Parce qu'on parle de demande d'amour. Vous venez de parler de demande d'amour. Et moi, ça me fait rebondir sur le travail que j'ai entendu de la jeune femme avant. Un travail très, très riche au niveau psychanalytique. Mais il me semble, il y a quelque chose, moi, que j'ai remarqué, c'est au moment où vous avez pu dire que vous la regardiez avec le regard de l'âme, que quelque chose s'est transformé pour cette femme, quelque chose a bougé. Alors, vous avez amené les choses de manière scientifique et psychanalytique, mais il me semble que la pierre d'achoppement, c'était à cet endroit-là. Quand vous l'avez regardé, et vous avez fait référence à cet écrivain qui parle du visage, que tout le monde connaît, mais je suis assez émue pour en parler, peut-être que ça me touche beaucoup. Et ben, je trouve que c'était vraiment ça, parce que en plus, le sujet advient grâce au regard que porte la mère sur lui dès sa naissance, et avec le visage complet. Et cette femme, elle ne pouvait pas accepter cette partie-là. Et quand vous avez pu la regarder avec le regard de l'âme, quelque chose de sa subjectivité pouvait continuer à se transformer et aller vers l'opération qui allait advenir. Je voulais dire ça c'est d'une part, et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cela. Et quant au travail après de Madame, ce travail magnifique que vous avez présenté à travers toutes les émotions qui ont traversé votre relation avec Daniel Brun, de l'assistance à mourir, et la question de l'amour qu'a soulevé monsieur. Moi, je pense à la maison Jeanne Garnier, que vous connaissez certainement.
dont j'ai entendu parler il y a plus de 30 ans, et où il y a un travail d'accompagnement à la fin de vie qui est remarquable, et j'espère qu'il y a des lieux comme ça qui vont pouvoir continuer à exister, à se développer, malgré toutes ces difficultés de manque de médecins, de manque d'écoute parfois des médecins. Mais quelque chose est en train de changer. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Donc, ensuite, Charlotte Béranger, si vous voulez donner le micro à madame, là, au milieu, juste derrière la caméra. Non, non, Béranger non plus. Ben, vous me faites des signes bidons. Ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, madame. Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, madame. À propos de lieux remarquables, de lieux de soins d'accueil et de soins remarquables, comme la maison médicale Jeanne Garnier, bien sûr, on le souhaite, et je ne sais pas si vous avez pu voir le dernier avis du Comité consultatif national d'éthique sur la fin de vie, mais qui insiste sur le fait que on ne pourra réfléchir à cette question de recevoir une demande d'aide à mourir que si vraiment il y a cette question solidaire qui est assumée dans l'accueil et le soin de qualité aux patients en fin de vie. Mais je voulais rebondir sur ce que Bernard Gols, qui a eu des mots très sombres ce matin, à juste titre. On est très préoccupés, bien sûr. Et alors, à la fois, je trouve que c'est aussi, sans doute, dans ces moments-là, qu'il y a des émergences, des formes de résistance et d'émergence. Ça aussi, ça me ramène à Daniel et à sa ténacité. Mais moi, je suis toujours très questionnée parce que parfois, quand il y a des bonnes choses, dès qu'on les institutionnalise, peut-être mon petit côté un peu rebelle, mais après, parfois, il y a un risque aussi de les perdre, comme le consentement dans son formalisme juridique, comme les directives anticipées, où c'est les établissements de santé qui comptabilisent combien ils en ont recueilli, alors qu'on ne le fait pas vivre comme un levier dans la relation de soins. Voilà, donc c'est parfois dans les moments assez critiques aussi qu'on rencontre dans la médecine qu'il y a des émergences et des formes de résistance importantes à soutenir. Merci. Ouais, merci. Voilà, donc voilà. Ici, et puis donc... je sais pas. Je vais faire vite. Ça marche? Oui. Je voulais vous remercier encore tout ce qu'on a entendu cet après-midi. Je voulais dire deux choses. Par rapport à votre exposé sur cette dame, j'ai été sensible au fait que vous avez dit que dès la salle d'attente, vous avez repéré son vêtement qui n'était pas tout à fait en adéquation peut-être avec son âge. Donc ça fait le lien avec ce que j'ai dit ce matin du vêtement. Et pour faire encore un autre lien, puisque après avoir rencontré Danielle Brun chez Mage, et où elle m'a demandé son soutien pour une décision, je voulais vous dire aussi quelque chose qui est assez sympathique. Un monsieur, à la pause de ce midi, est venu me voir et m'a dit « Je vais demander à ma femme si elle est déjà allée dans cette boutique Image. » C'est quand même assez formidable, parce que c'est quand même d'Image dont il s'agit, et dans votre exposé aussi. Sur le trottoir, après cet échange au sujet des fringues, je dis à Danielle Brun, c'est par rapport à l'hommage, il y a aussi beaucoup de patients qui ont bénéficié de la présence de Danielle Brun, énormément. Et donc, sur le trottoir, je lui dis que je lui avais, comme j'étais de Rennes et que souvent des patients venaient vivre à Paris, je donnais son nom. Et j'avais donné son nom pour un monsieur qui avait vécu à Rennes la mort de son enfant. Dans un contexte, on peut perdre un enfant, perdre un emploi, enfin, etc. Bon.
Ce monsieur vient à Paris, je lui donne l'adresse de Daniel Brun. Et puis voilà. Très longtemps après, je revois ce monsieur, par hasard. Et il me dit, elle m'a sauvé la vie. Donc, sur le trottoir, je dis ça à Daniel Brun. Le monsieur que vous avez rencontré, je l'ai rencontré par hasard, vous lui avez sauvé la vie. Et Daniel Brun me dit, eh ben voilà, les psychanalystes et aussi les médecins, nous sommes dessaisis des effets de notre acte. Nous n'en savons rien. Et c'est comme ça. Mais quand on en sait un petit quelque chose, comme aujourd'hui, ça fait plaisir. Bah, merci. Donc, il y a encore une question. Si vous voulez bien. Et puis, par la suite, peut-être, on va passer à la table suivante en direct. Donc, sans pause, parce que c'est... Michel, je reviens sur ce que tu disais. Non. Notamment sur le récit que tu fais de l'histoire de cet homme qui souligne la dimension transférentielle évidente des soins palliatifs, question dont on n'est pas toujours question justement de ce transfert dans le soin palliatif. J'ai vécu plusieurs situations similaires avec des enfants et la situation transférentielle s'impose de façon évidente. Ça rappelle Est-ce que vous pouvez parler un peu plus près Ça rappelle un colloque qu'on avait eu en 95, je crois, sur la fin de vie, à une époque où il n'était pas du tout question des soins palliatifs et où c'était Michel de Musan qui était venu parler du dernier chapitre de son livre De l'art à la mort, qui s'appelle Le travail de trépas, et où il racontait une histoire amoureuse qui était dans la relation d'amour, mais qui s'était concrétisée parce que le chirurgien n'avait pas eu la possibilité ou l'idée d'envoyer cette patiente chez un psychothérapeute et qu'il avait été, lui, l'objet immédiat du transfert, que je dirais brutal, de la relation amoureuse qu'il a menée avec cette femme jusqu'à la fin de sa vie. Et ça fait réfléchir au fait que c'était douloureusement manquant d'avoir une organisation de soins palliatifs à cette époque. Bien. Oui, vous voulez dire quelque chose ou... Oui. Non, c'est important, bien sûr, ce que tu soulignes, Franck, sur cette relation transférentielle. Et parfois, la psychanalyse a inspiré dans les services cliniques quand c'est possible, mais le travail aussi auprès des soignants eux-mêmes pour les aider à repérer et à comprendre ce qui est en train de se jouer dans cette relation transférentielle. Bien, merci de votre question, de votre réaction. Et on aura donc 5 minutes de pause, mais 5 minutes vraiment véritables. Et puis par la suite, on va passer à la table suivante. Donc, merci beaucoup aux intervenants.